Bienvenue. La séance est donc ouverte. Nous poursuivons les auditions de notre commission d'enquête visant, je cite, à établir les raisons de la très forte croissance de la dette française depuis l'élection présidentielle de 2017 et ses conséquences sur le pouvoir d'achat des Français. Pour répondre à nos interrogations, nous avons souhaité croiser les points de vue d'économistes, d'experts, de responsables d'administration et bien entendu ensuite d'hommes et de femmes politiques, de responsables politiques. Nous accueillons ce matin 3 invités de grande expérience que je remercie vivement d'avoir accepté de participer à nos travaux. Tout d'abord, Pierre-Mathieu Duhamel, qui, après avoir conseillé notamment le Premier ministre Alain Juppé, a dirigé à Bercy plusieurs administrations centrales, dont la direction du budget de 2002-2006, c'est bien ça, 2002-2006, et qui enseigne les finances publiques à Sciences Po. J'ajoute que Pierre-Mathieu Duhamel était maire d'une belle commune des Hauts-de-Seine, et à l'époque, nous travaillions ensemble. Pour favoriser un échange interactif dynamique, nous ne ferons pas de propos liminaires. D'emblée, nous passerons aux questions. J'ouvrirai le feu, si je puis dire. Ensuite, monsieur le rapporteur, et ensuite, mesdames et messieurs les députés, nous en avons pour 1h30, et nous prendrons évidemment le temps. Alors l'idée, c'est évidemment que ça soit, d'éviter les longs développements, même si évidemment nous n'allons pas vous réduire à une vidéo TikTok de 30 secondes, ni à un tweet de je ne sais pas combien de signes, mais nous cherchons évidemment la complexité, simplement trouver le bon timing pour avoir le temps de s'exprimer. Auparavant, je dois vous rappeler que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 58 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc, messieurs, à lever la main droite et à dire « je le jure ». Merci. Donc, je vais commencer peut-être une première question que je pose à M. Duhamel et M. Sterdignac, donc vous répondrez dans l'ordre que vous souhaitez. La dette dépasse aujourd'hui les 110% du PIB. Donc, que pensez-vous de la situation? Question un peu large, bien entendu. Le professeur Facchini, qui a été interviewé par Nos Soins il y a une dizaine de jours, nous a expliqué lors de son audition que des travaux académiques concluent qu'au-dessus du seuil de 75% du PIB, enfin 70-75%, la dette tuait la croissance plutôt que de la créer. Et donc, cette idée n'est pas partagée par d'autres personnes qui ont été auditionnées. Je pense en particulier au président de la Commission des finances, M. Coquerel, la semaine dernière. Que pensez-vous de cette idée? Y a-t-il, selon vous, un plafond à ne pas dépasser, une bonne et une mauvaise dette? Monsieur Duhamel ou Monsieur Sterdignac, quel est votre sentiment? Éclairez-nous. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, de m'avoir convié devant vous. Au titre de l'exactitude appelée par la prestation de serment, Monsieur le Président, je voudrais préciser que je ne suis plus professeur à Sciences Po depuis l'an dernier. Je suis toujours ancien directeur du budget, parce que ça, c'est une caractéristique qui est assez difficile de perdre. Alors, la question, j'ai envie de dire, assez large que vous posez, je serais tenté de dire la dette ne crée rien. C'est la dépense qui crée quelque chose. Et donc, répondre à votre question, indépendamment de ce point de savoir si un niveau de 75, de 100 ou de 150 constitue des raisons de s'alarmer, et on peut naturellement y revenir. J'ai envie de vous dire, c'est l'analyse de ce qu'on fait avec l'argent public qui est lié à l'emprunt que l'on va pouvoir répondre à votre question. C'est en fonction de l'allocation de l'argent public entre les différentes possibilités qui s'offrent au pouvoir public, au gouvernement et au Parlement que vous aurez ou pas un impact significatif sur la croissance. Moi, je ne crois pas, en tout état de cause, que dépenser pour dépenser est une quelconque vertu. Alors ça, c'est ce que dit, bien sûr, la théorie keynésienne, qui est à peu près la seule qui est propagée dans notre beau pays, mais un certain nombre d'études ont montré les limites de cet exercice. Et le fait que si c'est agréable à court terme, ça n'a pas forcément de vertu, ni à moyen, ni à long terme. Mais là, ceci nous conduirait naturellement à une analyse fouillée de nos dépenses. C'est un sujet, bien sûr, qui est abordé à la fois dans la littérature et dans les réflexions de l'exécutif et du Parlement, et j'imagine qu'on pourra y revenir. Mais pour répondre en termes rapides à votre question, j'ai envie de dire l'analyse de l'impact de l'endettement sur la croissance, c'est l'analyse de la dépense sur la croissance.
Depuis 2017, particulièrement à l'époque où les taux étaient nuls, est-ce qu'il y a eu des occasions manquées, Monsieur Duhamel, dans la gestion du budget et de la dette? Parce que la situation était particulièrement inhabituelle, avec ces taux très faibles, voire nuls. Si j'interprète votre question, Monsieur le Président, c'est aurait-on dû emprunter plus que les sommes déjà considérables qu'on empruntait? Je ne sais pas, à vous pour le plaisir d'emprunter plus. À vous de répondre comme vous le souhaitez. Alors, c'est ma réponse. Donc pas d'occasion manquée. Encore une fois, dans ma compréhension des mécanismes, nous empruntons pour deux choses. La première, c'est pour financer le déficit courant de l'année, et la seconde, c'est pour rembourser les tombées d'emprunt des exercices précédents. Et vous le savez très bien, c'est la somme de ces deux termes qui fixe le programme de financement annuel de l'État. Donc dire « je vais rentrer de la dette supplémentaire », a priori, je n'ai pas l'usage. Or, l'État, nous le savons, ne stocke rien. C'est d'ailleurs peut-être un problème si on nous compare à d'autres situations où les États souverains ont, le cas échéant, des actifs considérables à leur disposition en regard du passif. Ce n'est pas, malheureusement, le cas de l'État français. Donc, l'idée de dire « je vais rentrer de la dette supplémentaire dont je n'ai pas l'usage, mais j'en aurai peut-être l'usage un jour », me paraît, en termes de gestion pure et simple, une idée peu défendable. Certains États disposent de fonds souverains? Oui. Je peux vous donner l'exemple d'un pays où j'ai passé 4 ans, qui s'appelle la Norvège. Le fonds souverain norvégien représente approximativement 3 fois le PIB de la Norvège. Alors, vous allez me dire, c'est un relativement petit pays. C'est un relativement petit pays qui détient, à travers le fonds souverain, environ 1,5% de la capitalisation mondiale. 1,5%. Il n'y a pas d'entreprise du CAC 40, il n'y a pas de grandes entreprises mondiales qui n'aient le fonds souverain comme actionnaire. À partir de là, là on voit les tempéraments nationaux apparaître. La Norvège a posé des règles très strictes sur l'utilisation des actifs, ou plus exactement du produit des actifs qui sont dans le fonds souverain. Et elle a donc créé, dès le départ d'ailleurs, avant que le fonds souverain n'ait la dimension que nous lui connaissons aujourd'hui, des principes en limitant annuellement le montant en pourcentage du prélèvement que les finances publiques norvégiennes opèrent sur le fonds souverain. La limite était au départ à 4%, elle est aujourd'hui à 3% parce que le dénominateur a grandi. Et vous avez là une logique qui fait au fond de chaque Norvégien non pas le détenteur d'une dette, mais le détenteur d'un actif qui est estimé aux alentours de 300 000 euros. Bon, évidemment, ça fait rêver l'ancien directeur du budget, Monsieur le Président, je ne vous le cache pas, mais il faut reconnaître aussi que nous n'avions pas, dans le plateau continental français, les mêmes ressources que ce que les Norvégiens ont découvert. Donc on ne peut pas nous reprocher non plus de ne pas avoir réussi ce tour de force. Et peut-être que notre tempérament national, comme vous le dites, nous aurait conduit à prélever plus que ces 3 ou 4%. Je n'exclus pas. Voilà. Oui, il y a des exemples d'ailleurs qu'on pourrait donner sur des fonds de réserve. Le gouvernement avait déclaré, je reviens sur un sujet un peu conjoncturel, 1,4% de croissance en début d'année, il a baissé la donnée à 1%. Il y avait, semble-t-il, un consensus d'économistes un peu plus bas, certains disaient 0,8. Et là, je m'adresse à l'ancien haut fonctionnaire de Bercy, monsieur Duhamel. Est-ce que ces écarts vous paraissent sortir de l'ordinaire? Est-ce que vous avez un commentaire à faire? J'ai beaucoup de mal à résister à citer l'ancien président de la République qui disait « les prévisions, c'est difficile, surtout quand ça concerne l'avenir ». Vous le reconnaîtrez aisément à travers cette formule. Mon sentiment est que chaque année, systématiquement, on se trompe. Quand je dis « on », je mets dans le même sac l'ensemble de l'appareil de prévision économique et financier de l'État et naturellement les instituts de conjoncture. Parce qu'on fait toujours l'exercice qui consiste à comparer la prévision publique aux résultats publics. On devrait aussi de temps en temps comparer la prévision des différents organismes qui sont sur la place et le résultat effectif. Mais ceci n'est pas pour jeter la pierre à quiconque, c'est un art difficile.
Le sujet, j'ai envie de dire, Monsieur le Président, c'est l'ampleur, l'amplitude de l'écart in fine. Et la question de savoir si cette amplitude est dans la norme moyenne des erreurs ou si elle est notoirement supérieure à l'erreur moyenne. Et si elle est notoirement supérieure à l'erreur moyenne, il y a matière à analyse, c'est tout ce que je peux dire. Je ne suis plus dans le circuit étatique de ce point de vue-là depuis longtemps, et donc je me garderai bien de dire il s'est passé ceci ou il s'est passé cela, alors que je n'étais en rien partie prenante au déroulement des opérations. Merci. Avez-vous un avis, M. Sterdignac, ou vous-même, M. Duhamel, sur l'idée d'une règle d'or qui a été évoquée dans le débat public plusieurs fois? M. Duhamel. Oui, alors j'ai une règle beaucoup plus simple, M. le Président, elle s'appelle l'équilibre. L'équilibre, c'est ce à quoi on doit tendre lorsque on veut maîtriser son destin. C'est-à-dire qu'on doit avoir les moyens de conduire sa politique dans la durée avec, j'allais dire en moyenne, naturellement, des recettes qui couvrent les dépenses. Ceci, bien sûr, souffre des exceptions. Lorsque, là-dessus, je ne renie en rien la théorie keynésienne, l'économie ralentit, nous avons d'abord spontanément le jeu des stabilisateurs automatiques qui va réduire nos recettes, et nous avons vocation, le cas échéant, de manière ciblée et construite, à stimuler la croissance économique de manière à remettre l'économie sur son sentier de potentiel. Mais une fois qu'elle y est, il n'y a aucune espèce de raison pour que les dépenses ne soient pas couvertes par les recettes. Alors c'est vrai que nous en avons un tout petit peu perdu l'habitude. Il faut avoir plus de 50 ans pour avoir connu la situation que je viens de décrire. Et, pour faire une allusion au territoire que vous évoquiez, Monsieur le Président, le dernier ministre des Finances qui a exécuté un budget à l'équilibre s'appelait Jean-Pierre Fourcade. Donc, évidemment, dans la mémoire longue, tout ceci commence à être un peu enseveli. Ce n'est pas une raison pour que cet objectif, qui est d'ailleurs, je vous le rappelle, celui qui est défini par nos engagements européens et par un certain nombre d'autres caractéristiques que je viens de rappeler, ce n'est pas une raison pour considérer que ce mot d'équilibre n'a plus vocation à être prononcé. Je pense pour ma part qu'il a tout à fait droit de citer en ce qui concerne les finances publiques. Je vais passer la parole au rapporteur. M. Duhamel voulait dire un mot. Je remarque simplement que le simple mot libéral a provoqué les mois habituels qu'il provoque dans nos assemblées. M. Duhamel, un mot, et je passe la parole au rapporteur. Le mot libéral ne marche que quand il est accolé à médecine, monsieur le professeur. C'est la seule acception pour laquelle il y a un consensus positif. Vous voulez dire un médecin hospitalier, s'il vous plaît ? Je voudrais juste préciser un point de sémantique, parce que j'ai entendu parler à plusieurs reprises dans les diverses interventions de réduction de la dépense publique, ou de baisse. Mais personne ne pense qu'on va baisser la dépense publique. La question est de savoir si elle doit augmenter plus vite que le PIB et continuer donc à cannibaliser une partie croissante des ressources produites chaque année par la nation, si elle doit augmenter un peu moins vite que le PIB, de telle sorte de libérer une partie de cette richesse produite pour d'autres usages, de savoir si, le cas échéant, à certains moments, elle pourrait ne pas augmenter plus vite que l'inflation, de manière à contenir nos dépenses au même niveau que l'inflation. Je n'ai, pour ma part, jamais entendu dire que l'on avait l'ambition de dépenser moins d'euros l'année suivante que l'année précédente. Et je ne crois d'ailleurs pas que ce soit faisable. Donc la question que nous devons nous poser, c'est celle du rythme d'évolution de la dépense publique, en la comparant au rythme potentiel d'évolution de nos recettes. Je persiste à penser qu'il y a une relation entre la recette et la dépense. Mais c'est vrai que c'est un peu bêta comme vision du monde. Si vous parlez à nos concitoyens, vous verrez que dans l'ensemble, c'est un concept qui leur est également assez familier. Donc voilà ce que je voulais juste préciser en termes de logique. La baisse de la dépense publique en valeur absolue n'est naturellement pas à l'ordre du jour et je ne crois pas que quiconque la préconise. En revanche, question de savoir à quelle vitesse elle évolue, oui, c'est un débat. Merci. Et la question de savoir aussi où elle se situe chez nous par rapport aux autres, qui n'est pas une question nulle, je crois. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais d'abord préciser pour ceux qui nous écoutent qu'on n'est pas là pour faire l'exégèse programmatique du Président de la République. Et je rappelle le thème de notre commission d'enquête, qui est la croissance de la dette publique et de son impact sur le pouvoir d'achat des Français depuis 2017. En rappelant d'ailleurs que depuis 2017, ce sont les deux seules périodes dans l'histoire récente, sauf erreur, dans lesquelles la dette publique rapportée au PIB a diminué.
Je poserai mes questions aléatoirement à vous trois, messieurs, en vous remerciant de votre présence. Premièrement, est-ce que vous considérez qu'il faut qualifier l'endettement, notamment depuis 2017, en valeur absolue, ou bien le rapporter en point de PIB? C'est ce que vous semblez dire, monsieur Sterdignac. Et de ce point de vue, comment le qualifiez-vous par rapport aux autres périodes d'endettement, et notamment la période qui est liée à la crise des dettes souveraines, puis la crise bancaire de 2008? Monsieur Duhamel, c'est à l'ancien directeur du budget que je m'adresse. Quelle appréciation portez-vous sur les prévisions en matière de recettes et en matière macroéconomique depuis le Haut Conseil des finances publiques? Est-ce que vous observez une amélioration du calibrage des prévisions depuis la création du Haut Conseil des finances publiques? Sur l'appréciation de l'endettement depuis 2017, est-ce que l'on peut considérer, c'est un petit peu ce que nous ont dit les économistes la semaine passée, mais que l'endettement qui est intervenu depuis 2017 est la résultante d'une dette publique héritée qui était importante en 2017 et donc d'un déficit public hérité et de recettes qui ne seraient pas au rendez-vous, notamment compte tenu de la crise des Gilets jaunes et de leur impact que la réponse apportée par le pouvoir politique à cette crise aurait eu sur l'endettement public. Autrement dit, est-ce que l'endettement depuis 2017 est lié à des baisses de recettes non compensées et non prévues dans le programme initial du président de la République? Monsieur Duhamel, vous avez dit qu'il n'y avait pas d'impact de l'endettement sur la croissance, mais un impact de la dépense publique. Est-ce que vous considérez qu'il n'y a pas de risque d'effet d'éviction à l'endettement, et notamment d'éviction au regard de l'endettement privé? Monsieur Lenoine, vous avez évoqué la structuration de nos dépenses, et notamment les dépenses sociales. Quelle appréciation portez-vous sur les réformes qui ont été mises en œuvre pour réduire la dépense publique? Je pense notamment à la réforme des retraites. Et est-ce que vous considérez que la structuration de nos dépenses est singulièrement plus importante en matière de dépenses sociales? Et enfin, j'avais une question pour, oui, beaucoup plus large, mais sur le financement de la transition écologique. Parce que Monsieur Duhamel, vous nous indiquez, vous nous dites qu'on doit tendre vers l'équilibre, mais c'est vrai qu'intuitivement, intellectuellement, on peut comprendre ce que dit Monsieur Sterdignac, qu'il y a des dépenses pour lesquelles s'endetter peut paraître logique et légitime, comme par exemple les dépenses de transition écologique. Est-ce à dire que l'on devrait avoir un impact, qualifier l'impact qualitatif de l'endettement eu égard à la durabilité des projets qu'il finance? Je vous remercie. Monsieur Duhamel. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Vous avez évoqué plusieurs points. Le Haut Conseil des finances publiques est évidemment une innovation bienvenue. Vous avez là, au fond, un système de vigie et de filtre, entre guillemets, qui fait que le gouvernement, lorsqu'il présente son équation, est amené à la justifier en amont. Le Parlement dispose d'un avis externe qui lui permet de se faire sa propre opinion. Donc je pense que le système a contribué, bien sûr, à améliorer la qualité de la prévision qui est associée aux différentes lois de finances. Est-ce que, pour autant, ça le rend infaillible? La réponse est évidemment non. Sur les facteurs d'évolution de la dette, dans les différents graphiques que j'ai fait passer en prévision de la réunion de ce matin, vous en trouverez un qui renvoie à la hausse de l'endettement. C'est celui qui est le numéro 7 dans les documents que je vous ai adressés. Bon, la dette est par nature, si on était en chimie, je dirais c'est un produit fatal. C'est-à-dire c'est ce qui résulte de l'ensemble du processus. Après, on peut essayer de redécomposer les conditions et les raisons qui ont créé ce niveau de dette. Ce qu'on voit très bien sur ce graphique, c'est que l'évolution de notre dette, elle est continue, mais elle n'est pas constante. Et vous avez 3 points de surgissement qui sautent aux yeux. Ce que j'appelle la petite récession de 1993, la première fois que l'économie française est entrée en récession, en réalité, depuis le second conflit mondial. Et ça nous a coûté, en gros, un palier de dette supplémentaire de l'ordre de 20 points. On est passé du palier 40 au palier 60. Ensuite, vous avez eu, bien sûr, l'épisode de la crise financière.
Et là encore, on est passé d'un palier qui se situait aux alentours de 65 à un palier de 85. Et enfin, bien entendu, la dernière que nous avons connue, pas forcément la dernière en tant que telle, mais la dernière que nous avons connue, qui nous a fait passer d'un palier légèrement inférieur à 100 à un palier aux alentours de 110, ou un peu plus. Donc en gros, chaque épisode précédent nous a coûté 20 points de PIB, et le dernier que nous avons enregistré nous a coûté plutôt entre 10 et 12 points de PIB. Voilà ce que je peux dire de raisonnable et d'observable sur la base des éléments dont nous disposons. Après, on peut essayer de redécomposer tout cela et de réattribuer des morceaux de dette à des facteurs spécifiques, par exemple la chute des recettes qui résulte naturellement du ralentissement économique. Et puis, bien entendu, les mesures que l'on a été amené à prendre pour contrebattre cette chute d'activité, soit dans le cadre de la récession de 93, soit dans le cadre de la crise financière, soit dans le cadre de la crise sanitaire. Mais ces reconstructions ne nous apprendront pas beaucoup plus, si je puis dire, que la réalité de ce que je viens de vous décrire en termes de paliers. Toutes choses égales d'ailleurs, la dernière crise nous a coûté moins en termes d'endettement que les deux précédents. Voilà les points que je voulais évoquer sur l'aspect endettement et évolution de celui-ci sur longue période. Quand j'ai dit la dette ne crée pas de croissance, c'est la dépense, ce que j'ai voulu dire, c'est que c'est l'utilisation de l'argent public et la manière dont on l'affecte. Ce n'est pas exactement la même chose de payer des charges d'intérêt et de financer des programmes de recherche. Ça n'a pas le même impact potentiel sur la croissance à horizon de 5 ans ou 10 ans. Le plus mauvais usage que l'on puisse faire de l'argent public, de toute évidence, c'est la charge d'intérêt. Elle ne fait que représenter la sommation des décisions publiques passées. Et ce qui est intéressant dans l'utilisation de l'argent public, c'est la projection vers le futur. Donc de ce point de vue-là, j'ai envie de vous dire, moins on a de charges d'intérêt, mieux on se porte. Et en termes de capacité de choix, il est évident à mes yeux que nous entrons dans une période où la charge d'intérêt ayant vocation à s'accroître, à la fois parce que nous avons connu une hausse des taux et parce que, nous ne l'oublions pas, nous avons une hausse du stock qui, même si les taux reviennent à des niveaux plus proches de ce qui serait souhaitable, aux alentours, je n'en sais rien, de 2%, nous ne serons pas dispensés de les payer sur le stock. Donc nous entrons dans une période où la marge de manœuvre en termes d'allocation de l'argent public va se réduire mécaniquement. Et ceci me paraît être le problème central que nous pose en réalité notre endettement, c'est de réduire notre capacité de choix. Sur l'effet d'éviction de l'appel au marché pour financer la dette publique versus le financement des investissements privés, je suis moins spécialiste que d'autres, mais je n'ai pas le sentiment qu'on observe dans l'état actuel des marchés de difficultés particulières à financer et les investissements privés ou l'ensemble du financement de l'économie privée et la dette publique. Et je vous rejoins bien entendu sur l'idée que certaines dépenses ont plus d'intérêt de porter pour l'avenir que d'autres, je l'ai déjà dit, et qu'à ce titre, la justification de leur financement par emprunt est évidemment quelque chose que l'on peut tout à fait soutenir. Simplement, ça a été rappelé par le Président, pour l'instant, nous finançons bien au-delà de nos dépenses d'investissement, nos dépenses totales, par de l'endettement. Donc après, on rentrerait naturellement dans le débat de savoir ce qui est de l'investissement et ce qui nous aide à préparer l'avenir. Je reconnais là un débat légitime, où ce n'est pas seulement de la formation brute de capital fixe, on peut tout à fait soutenir que des investissements immatériels ont leur place dans cette logique, mais nous rentrerons à ce moment-là dans un débat, j'allais dire, de classification, consistant à répartir les dépenses entre ceux qui préparent l'avenir et ceux qui ne le préparent pas. Ce n'est pas un exercice que je trouve inintéressant. Il dépasse probablement un peu l'objet de votre commission et il méritera d'être conduit. Madame Louwagie. Oui, merci Monsieur le Président, merci pour tous ces propos. J'ai une première question pour Monsieur Duhamel sur la réponse que vous avez donnée au Président sur la difficulté de conduire des prévisions. Vous avez indiqué que c'était l'ampleur de l'écart finalement qui était important. Moi, je voudrais que vous puissiez nous préciser si, selon vous, l'écart que nous avons connu sur ces derniers comptes, dans un temps relativement limité, puisque le dernier projet de loi de finances de fin de gestion est daté de novembre, et nous avons eu un écart relativement important en 2 ou 3 mois. Donc, est-ce que l'ampleur de cet écart, pour vous, révèle des erreurs d'appréciation ?
Ensuite, j'ai 4 questions qui vous sont destinées finalement à tous les 3. Une première question sur le principe du consentement à l'impôt, qui est un principe pour moi relativement important. Est-ce que, selon vous, l'évolution de la dette aujourd'hui, qui résulte de choix politiques, aussi d'impact sur les priorités, l'efficience, cette évolution de la dette a un impact au niveau des citoyens sur le principe du consentement à l'impôt? Une deuxième question, puisque finalement, en parlant de la dette, nous avons fait un lien très important. Vous avez fait un lien très vite sur la dépense publique, en tout cas pour M. Duhamel et M. Nohan, pas forcément pour M. Sterdignac. Mais vous avez aussi évoqué le lien de la dette, non pas en valeur absolue, mais par rapport au PIB. Moi, je voudrais que vous puissiez nous donner votre sentiment aujourd'hui sur une situation que nous connaissons en France, qui est une baisse de la productivité depuis 2019 de 5%. Donc c'est une baisse importante en peu de temps, ce qui nous conduit aujourd'hui à une richesse inférieure de 15% au niveau allemand, ce qui nous place à la 26e place de PIB au niveau par habitant. Donc qu'est-ce qui pêche au niveau français par rapport à cette situation? Ensuite, j'ai une troisième question. Vous avez évoqué, les uns et les autres, la décomposition entre déficit structurel et déficit conjoncturel. Chaque année, quand nous évoquons cela, et je pense que Mathieu Lefèvre pourra le valider, nous avons des débats, des remises en cause. Est-ce que pour vous, cette décomposition nécessiterait de définir des critères plus précis pour effectivement que nous puissions avoir une définition qui ne soit pas remise en cause, ou une répartition en tout cas de ce déficit entre le structurel et le conjoncturel qui soit agréé par les uns et les autres. Et une quatrième question sur la question des dépenses publiques, parce que moi aussi je partage que c'est la dépense qui crée la dette. Vous avez évoqué que finalement, pour que on puisse emmener les Français je dirais, sur cette question, il faut une vision, il faut un projet commun. Est-ce que pour vous, le fait qu'en 2022, il n'y ait pas eu, je dirais, de campagne électorale présidentielle très forte, que nous n'avons pas eu, selon moi, de projet du candidat Emmanuel Macron et donc du président de la République, est-ce que cette absence de projet, cette absence de points forts déclinés durant la campagne est de nature à être une difficulté pour s'engager dans une réduction des dépenses publiques? Monsieur Duhamel. Merci, Monsieur le Président. Je peux m'inscrire très rapidement dans ce qui vient déjà d'être dit. Sur erreur d'appréciation sur les prévisions, oui, de toute évidence. Après, quelles sont les causes de cette erreur? C'est une analyse fouillée qui permet de le dire. Ce dont je puis témoigner, c'est l'angoisse récurrente du directeur du budget vers le 15 décembre, avant que ne tombent les indications sur les rentrées de la compte sur l'impôt sur les sociétés, qui était le dernier élément massif à caler dans la construction. Et il a pu arriver que cette angoisse soit parfois justifiée. Sur consentement à l'impôt, je crois profondément qu'il est fonction de la qualité des biens et des services que nous proposons à nos concitoyens. Si nous avions, au fond, une situation où, pour la même quantité d'argent public, nous ayons un système éducatif qui fonctionne parfaitement, un système de santé qui réponde aux besoins de la population tels qu'elle les attend, et l'ensemble des services publics qui vont avec, je pense que la question du consentement à l'impôt reculerait de plusieurs cases dans l'esprit public. Sur la question de la productivité, je crois qu'effectivement, une des parties importantes de l'analyse, c'est que les entreprises ont davantage embauché de gens un peu moins qualifiés, davantage conservé d'ailleurs les intéressés, y compris dans des périodes où le doute était permis quant à la poursuite de leur activité, ce qui a eu pour effet de diminuer la productivité, en tout cas facialement en quelque sorte. Et la question est de savoir si les évolutions qui sont devant nous vont, notamment en matière d'intelligence artificielle et dans différents secteurs, redéclencher des gains de productivité. Alors les économistes s'écharpent sur cette question. Je ne suis pas économiste et je me garderai bien de prendre parti. Mais nous avons là une question ouverte pour les années à venir, qui a évidemment une grande importance sur notre capacité ensuite à dégager des recettes publiques supplémentaires, et donc sans augmenter les prélèvements, et donc à financer
notre dépense publique. Enfin, sur déficit structurel et déficit conjoncturel, chaque année, la question est de savoir quel est le niveau de croissance potentiel. Là aussi, les économistes s'écharpent, je suis bien incapable de les départager. Ce que je sais, c'est que cette notion est néanmoins très précieuse pour apprécier la position de nos finances publiques dans le cycle et donc orienter, j'allais dire, les décisions qui sont les vôtres, celles du gouvernement et celles du Parlement, quant précisément au niveau de déficit qu'il conviendrait d'avoir, de réduire ou d'augmenter. Et c'est malgré tout un indicateur de pilotage des finances publiques dont il est difficile de se passer. Merci beaucoup, Monsieur Di Filippo. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à nos intervenants du jour. Quand on parle effectivement de l'héritage dont a bénéficié, entre guillemets, Emmanuel Macron en termes de dette, on parle souvent de la situation telle que l'avait laissée François Hollande, en oubliant quand même un certain nombre de choses positives. Le fait que de 2017 à 2019, on est quand même dans un cycle haut de croissance mondiale, le fait qu'ensuite il y a eu des crises, quoi qu'il en coûte, et que tout cela a passé largement la dérive des comptes publics, qu'elle soit conjoncturelle ou structurelle, l'a mise en tout cas sous le tapis, et puis ensuite un phénomène d'inflation qui là aussi a écrasé une bonne partie de la dette supplémentaire. Et donc on peut considérer, une fois qu'on a mis les plus et les moins, que la réalité de la situation, c'est celle d'aujourd'hui. Et donc j'ai plusieurs questions. La première, Emmanuel Macron et même Édouard Philippe, début du quinquennat, je me souviens, se satisfaisaient que plus on empruntait et plus on réduisait la charge de la dette. On était dans un contexte de taux nul, voire parfois légèrement négatif. Et donc tout ça ne se voyait pas parce qu'au final, eh bien, on ne rembourse jamais le capital. On se contente de tenir compte de ce que représente dans le budget de l'État l'intérêt les charges d'intérêt de la dette. Et donc celle-ci, mécaniquement, se réduisait puisqu'on couvrait des emprunts avec des taux positifs, avec des nouveaux emprunts à taux nuls. Et donc personne ne s'inquiétait de tout ça. Et on n'a pas vu, bien entendu, les cycles, qui fassent 7 ans, qui fassent 10 ans, je n'en sais rien. Mais en tout cas, ne pas avoir anticipé la remontée des taux en accroissant massivement le stock de dette, quelles qu'en soient les raisons, et de se dire que ça n'allait avoir aucune conséquence, eh bien aujourd'hui, ça nous conduit quand même à une situation inédite que la charge d'intérêt de la dette soit le deuxième budget de l'État et bientôt le premier. Et ça, on ne peut plus rien y faire, l'effet boule de neige est lancé. Et donc, il faut quand même nous expliquer, est-ce que c'est une faute ou non de ne pas avoir anticipé ça? Ce que tout le monde disait, en tout cas déjà à l'époque, en dehors du gouvernement et de la majorité. Donc, est-ce qu'il n'y a pas eu défaut d'anticipation, une faute à ce niveau-là? La deuxième, le président a dit, je cite, en début d'année, il n'y a pas de problème de dépenses, il y a un problème de recettes. Alors, très bien, s'il n'y a pas de problème de dépenses, et si on veut garder ce niveau de dépenses, qu'est-ce que cela implique pour les Français en termes de recettes? Puisque, conjoncturel ou structurel, les emprunts, il faut les payer, les intérêts de la dette, il faut les payer. Si on souhaite garder une trajectoire qui soit soutenable, parce que là, si on garde cette trajectoire-là, ça va continuer de dériver. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que les intérêts de la dette représentent la moitié du budget de l'État. Je commence à me poser certaines questions. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait prévoir en termes de recettes supplémentaires? Quel pourrait être l'impact pour les Français? Je ne vous demande pas forcément où il faudrait prendre l'argent, mais en tout cas, déjà, du point de vue quantitatif. Et puis, troisièmement, vous dites, on ne peut pas voir ce que sont les dépenses structurelles, ce que sont les dépenses conjoncturelles, mais c'est avant tout un choix politique. Est-ce qu'on peut considérer, comme vous le dites, si ça fait augmenter la croissance, ça peut être vu comme quelque chose de structurel? Eh bien, quand on participe au remboursement de la réparation des grippins ou de la réparation des braguettes, est-ce qu'on peut considérer que ça, c'est tout à fait structurel dans la dépense publique ou que ça mérite d'être remis en question? Ce sont avant tout, je le reconnais, des choix qui peuvent être, ou des interprétations qui peuvent être politiques. Mais aujourd'hui, force est de constater que pour atteindre ou revenir sur une trajectoire de soutenabilité de la dette, il y a des efforts à faire. Le gouvernement dit encore 20 milliards supplémentaires, c'est ma dernière question. Vous, à quelle hauteur placez-vous cette barre-là? Voilà, merci. Monsieur Duhamel. Quelques points en réponse, monsieur le député, à vos interrogations. C'est vrai, il y a eu un phénomène très agréable, simultané, de baisse longue des taux d'intérêt, mais elle n'a pas démarré en 2017, elle a démarré bien avant. Et quand vous prenez la chronique, je ne l'ai pas remis dans le dossier que je vous ai transmis, de l'évolution des taux d'intérêt et du stock de l'endettement, c'est tout à fait fascinant, puisqu'effectivement, plus on a emprunté, ou plus exactement, plus le stock de dette s'est accru, et plus la charge d'intérêt a baissé. Ce sont des conditions
j'allais dire, exceptionnelles, qui ne se répéteront pas. Et nous avons devant nous le mouvement, sinon inverse, tout au moins la cessation de cette extraordinaire facilité. Et comme nous avons continué à avoir un stock de dette qui s'accroît, nous aurons devant nous, très probablement, je l'ai dit tout à l'heure, une charge d'intérêt qui va augmenter. Et ce sera une contrainte forte dans la construction des budgets à venir. Il n'y a aucun doute à avoir à cet égard. Sur le débat recettes versus dépenses, sur 2023, je souscris à ce qui a été dit. Alors, je ne connais pas le chiffre de 76 milliards qui a été évoqué. Je connais celui qui est dans le rapport économique et social et financier dont je vous ai remis les extraits dans le dossier. Il n'est pas de 76, il est d'environ 60 milliards d'euros, ce qui représente grosso modo 2 points de PIB. Et il faut simplement avoir présent à l'esprit ce qui s'est passé à l'épisode précédent, c'est-à-dire l'augmentation massive des prélèvements qui a eu lieu entre 2010 et 2014, qui représente, elle, 3 points de PIB. Autrement dit, nous vivons aujourd'hui, non pas avec 2 points de PIB de prélèvement en moins sur longue période, mais avec 1 point de PIB en plus. Donc, lorsqu'on fait la séquence des hausses et des baisses d'impôts, je crois qu'il faut la prendre dans sa longue durée, et c'est exactement la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, en termes de balance entre le niveau de nos dépenses et le niveau de nos recettes. Mais si tant est que nous parvenions à augmenter nos recettes, je l'ai déjà dit, elles n'arrivent pas à rattraper nos dépenses. Donc le divorce qui s'est produit au début des années 80, en gros, la pension alimentaire est payée depuis une quarantaine d'années par la dette. Merci, Madame Paul-Bois. Et puis, Madame Gruet ensuite. Merci, Monsieur le Président. Messieurs, est-ce que vous pensez donc que finalement la dette créée depuis 2017 est liée uniquement au non-financement dû aux baisses d'impôts? Ensuite, vous parlez des services publics, vous dites qu'il y a un mécontentement général des Français. Il n'empêche que nos services publics sont classés au 4e rang mondiaux. Je pense qu'on a quand même des services publics qui fonctionnent. Le problème de leur évaluation, qui est fondée pratiquement uniquement sur des études de satisfaction des usagers, pensez-vous qu'on peut améliorer l'évaluation de nos services publics? Enfin, moi je voudrais dire quand même que par rapport à la situation un peu sombre qui est actuellement définie pour la France, le chômage a quand même baissé de façon importante. La France est la première destination des investisseurs européens. On a créé pas mal d'emplois. Les ménages n'ont jamais autant épargné que depuis 30 ans. Donc voilà, voyez-vous quand même des lueurs d'espoir et d'optimisme dans ce tableau sombre qui est présenté. Monsieur Duhamel. Très rapidement, Monsieur le Président. Madame, bien sûr que je souscris à ce que vous avez indiqué sur les points qui vont bien. Et même si nous examinons nos services publics, nous savons parfaitement que la situation n'est pas uniforme. Ce que j'ai surtout voulu dire, c'est que la question qui se pose est de savoir si par rapport au coût de ces services publics, le niveau de performance et d'efficacité est de rendez-vous. Et c'est au fond la question qu'un certain nombre d'observateurs, y compris ceux qui procèdent à des évaluations, se posent. Dans le petit dossier que je vous ai transmis, il y a la comparaison de notre situation en matière de dépenses publiques avec l'Allemagne. Ces chiffres sont un peu anciens, mais il y en a des plus récents. Et en gros, nous avons 10 points de PIB d'écart avec l'Allemagne, ce qui, en PIB français, représente pas loin de 300 milliards d'euros. Bon, la question qui est posée, c'est pour les 300 milliards d'euros en question, qu'est-ce que nous avons de plus et de mieux de ce côté-ci du Rhin par rapport à l'autre? Et quand on prend les différents compartiments, parce qu'ensuite l'analyse bien sûr de cet écart se fait politique publique par politique publique, vous verrez que la question mérite d'être soulevée. Alors je ne dis pas que le modèle allemand est parfait et qu'il faut le copier. Je dis simplement que quand on voit deux pays, au fond assez comparables, qui sont les deux premières économies de la zone euro, qui ne sont pas dans l'un un désert en termes de politique publique et l'autre un paradis. Nous avons de ce point de vue-là beaucoup d'éléments comparables. Cette question mérite d'être approfondie, y compris dans l'intérêt de la qualité des services publics qui sont rendus à nos concitoyens. Voilà, en gros, ce que je voulais répondre. Madame Gruet. Merci, Monsieur le Président. Merci tout d'abord à vous trois de votre présence à nos côtés ce matin. On a parlé de la diminution des actifs. Je parlerai aussi du changement démographique.
et peut-être de la nécessité d'un changement de logiciel dans le système et dans le mode de fonctionnement. Alors, j'étais pas là en 1914 à la création de l'impôt, et je pense que ça n'est pas une fatalité, et qu'on a justement un État qui a du mal c'est un peu un gros paquebot, et une fois qu'on l'a emmené dans une direction, c'est compliqué de changer de cap. Pour autant, cette fatalité de voir arriver quelque chose en face de nous sans prendre conscience de ce qu'il faut mettre en œuvre m'interroge, moi, en tant qu'élu et politique. On a également un changement de mentalité dans notre société avec une forme d'individualisme qui se met en place beaucoup plus qu'il y a quelques années, notamment avec la création de la sécurité sociale, où on était dans une forme de solidarité collective. On en a beaucoup parlé, ou très peu, pendant la réforme des retraites, avec cette notion de répartition ou de capitalisation, et que peut-être les Français aspirent à une capacité à individualiser un petit peu ce qu'ils souhaitent pour leur avenir. Ensuite, peut-être également évoquer le fait que ce serait nécessaire de recentrer les dépenses sur les missions premières de l'État. J'ai le sentiment qu'on a un État qui veut se mêler de tout, et qui vient en fait perdre un peu le sens du régalien, et ce sur quoi on attend aussi une efficacité et une efficience des pouvoirs publics et notamment de l'État. Ça n'est pas une fatalité, mais quand on analyse la composition de la dépense publique, la modification durant les 40 dernières années, on s'aperçoit qu'on a une hausse excessive des prestations sociales, une diminution des charges de fonctionnement, et encore une diminution beaucoup plus importante sur la capacité d'investissement. Je vous l'ai dit tout à l'heure, à mon sens, ça n'est pas une fatalité, c'est juste des choix politiques, et je rejoins ce que vous pouviez dire. Ensuite, je m'interroge sur ce volume de recettes. Est-ce qu'on est capable de l'augmenter? Est-ce que vous pensez qu'on aurait la possibilité que tout le monde contribue à l'impôt? En effet, on a le sentiment à l'heure actuelle qu'on a les personnes qui payent des impôts et qui ne touchent pas ou quasiment peu d'aide sociale, et à l'inverse, on a des personnes qui ne payent pas d'impôts et qui touchent énormément d'aide sociale. Et ça forme un sentiment un petit peu d'injustice à l'heure où justement l'efficience du service public interroge. Et puis je terminerai avec ça, je vais essayer d'être rapide. Il faudrait aussi peut-être qu'on s'appuie sur la bonne gestion des collectivités territoriales, avec des élus qui sont capables, dans le cadre de la règle d'or, justement de respecter un budget à l'équilibre. Et ça me permet de revenir également sur le manque de liberté des élus et du politique face au poids de la lourdeur administrative dans la gestion de leurs dossiers au quotidien. Pour résumer, en gros, on a un État où c'est difficile de faire changer les caps, mais que pour autant, si on n'est pas capable de changer de logiciel, ça sera compliqué pour les années à venir. Monsieur Duhamel, une minute. Très, très rapidement, il y a beaucoup d'éléments, Madame la députée, dans ce que vous avez indiqué. J'évoquerai simplement les points suivants. En termes d'évolution de la dépense sur longue période, il n'y a pas de doute, c'est le graphique qui figure également dans le dossier que vous avez sous les yeux, page 21, qui montre la déformation de nos dépenses entre 1960 et aujourd'hui. L'effet, évidemment, de capture de la dépense par la sphère sociale est évident. Ça a eu aussi des conséquences dans le pilotage de la dépense, puisque finalement, la part que l'État pilote à travers la loi de finances que vous votez s'est progressivement réduite, y compris en pourcentage du PIB, de manière très forte. La part qui est générée par le système social, elle, s'est beaucoup accrue. Alors, vous la voyez naturellement à travers le projet de loi de financement de la sécurité sociale, mais ces sujets renvoient à la question de savoir comment on coordonne tout ça, et quels sont les instruments que nous avons pour avoir une vision d'ensemble de ces énormes masses. Et puis, bien sûr, il y a la part des collectivités décentralisées, mais elle reste minoritaire. Ce que j'ai envie d'ajouter à ce qui a déjà été dit, c'est, au fond, le trait national que nous partageons tous, d'un certain goût pour la dépense publique. Quand j'étais directeur du budget, je ne le disais pas à haute voix à l'époque, mais je peux le dire maintenant, j'appelais ça le syndrome bordure de trottoir. Nos concitoyens se tordent le pied sur une bordure de trottoir, ça déclenche immédiatement une attention nationale. Le secrétaire d'État en charge des bordures de trottoir convoque son cabinet, lui demande un plan bordure de trottoir, avec, si possible, une bonne cinquantaine de mesures, les unes législatives, les autres réglementaires, et naturellement, associé à cela, une certaine quantité de dépenses publiques. Alors, on mesurerait le caractère, naturellement, un peu outré de mon propos, mais il y a bien, me semble-t-il, dans nos processus de décision publique, l'idée que la dépense publique est toujours une réponse aux situations, quelles que soient les situations que l'on rencontre.
Et, encore une fois, je ne me mets pas en dehors du lot. Nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, attirés par cela. J'ai été maire, Philippe Juvin l'a rappelé. J'avais une demande de mes concitoyens que j'avais du mal à ignorer, moi aussi, dans cette position. Je ne sais pas résoudre très clairement cette équation, à part par un immense effort collectif consistant à nous interroger tous ensemble sur la pertinence d'un certain nombre de nos dépenses publiques. Merci infiniment. Nous en avons terminé. Je n'ai plus de questions. Monsieur le rapporteur avait une dernière très très courte question à vous poser. En réalité, elle est double et très brève. Si on considère que les recettes non compensées sont à l'origine tout ou partie de l'endettement depuis 2017, est-ce que l'on peut dire qu'il y a un effet positif sur le pouvoir d'achat, compte tenu de la croissance du pouvoir d'achat depuis 2017? Et deuxièmement, est-ce que vous jugez d'un regard négatif la détention de la dette par des non-résidents, ou bien est-ce qu'on peut considérer que... Non, mais je ne vais pas rouvrir ce débat, mais est-ce qu'on peut considérer que, après tout, c'est peut-être aussi un outil de diversification qui est utile au financement de la dette française? Merci. Et donc, du coup, je complète. Est-ce que vous croyez que le retour en 2027 à 3% a des chances d'arriver? Vous avez chacun 10 secondes. Le président Chirac n'a jamais cité ses sources. Sur les différents points que vous avez évoqués, la seule chose qui m'arrête dans le fait de ne faire simplement écho aux deux réponses qui viennent d'avoir lieu, c'est que je rappelle que la dette est un transfert vers la génération future et que ceci ne doit jamais être perdu de vue. Autrement dit, ce qui peut bénéficier temporairement à la génération présente, très bien, se justifie-t-il aussi vis-à-vis des générations futures? Une question, me semble-t-il, centrale. Deuxièmement, sur la détention de dette par des créanciers étrangers, ne paraît pas être un problème en soi, en termes notamment de souveraineté, tout simplement parce que les détenteurs de dette, tout ce qu'ils font, c'est encaisser leur intérêt et, le moment venu, s'attendent à être remboursés. Ça fonctionne bien aussi longtemps que, en quelque sorte, on nous prête la capacité de rembourser. Et quand je dis qu'on nous prête, c'est au sens strict. C'est-à-dire que chaque année, on va nous prêter de quoi rembourser. Si ça devait mal tourner, encore une fois, ce n'est pas d'actualité, de toute façon, ce n'est pas en face des débiteurs étrangers que nous serions. C'est en face du mécanisme européen de stabilité. Et c'est là que la discussion se passerait. Je ne dis pas qu'elle serait agréable, mais au fond, ça cantonne le sujet. Enfin, sur les 3% que vous évoquez, eh bien, je vais à nouveau citer le président Chirac, inspiré par Pierre Dac. Les prévisions, c'est difficile, surtout quand ça concerne l'avenir. Merci beaucoup. Je crois que Woody Allen l'avait dit également. Merci, messieurs. Merci, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs. Je ne savais pas que vous aviez demandé la parole. Je suis confus. Bon, alors, allez-y. Bon, malheureusement, du coup, nous avons terminé. Je suis confus. Vas-y. J'essaye de faire très rapidement en 3 points. On est revenu sur les explications de la croissance de la dette. Effectivement, c'est le sens de la commission. Mais j'aurais aimé avoir votre avis sur, donc dans les raisons de la croissance de la dette, on a notamment les crises, Covid, énergie, avec bouclier tarifaire. Est-ce que, à votre avis, en toute honnêteté, en toute transparence et sans engagement, de toute façon, tout est passé, est-ce qu'il y avait d'autres solutions qui auraient potentiellement coûté moins cher et qui auraient évité autant d'endettement face à ces situations avec peu ou prou les mêmes résultats? Première question. Et puis, deuxième élément sur lequel je reviens tout le temps, mais en même temps, ça a un coût assez important. En rebond sur ce que disait mon collègue Di Filippo et sur ce que vous avez répondu, Monsieur Stalignat, tout à l'heure, vous avez dit qu'on avait eu une période de taux qui était très bas, voire négatif, et que l'AFT en avait profité. Je ne suis pas sur le même créneau, je considère qu'elle n'en a pas profité parce qu'en réalité, elle a continué à émettre des OATI, de la dette indexée sur l'inflation, y compris à une période où elle aurait pu se dire, bon, on laisse de côté et puis on ne capitalise que sur ce qui ne coûtera rien. Quel est votre avis sur la partie de dette indexée sur l'inflation? Est-ce que maintenant qu'on a vu les limites et le gros coût que ça pouvait avoir en cas de crise, on doit continuer? Ou est-ce que maintenant qu'on a, on va dire, pris la première décharge, le premier retour de bâton de cette partie de dette, est-ce qu'il n'est pas temps de dire stop? Je vous remercie. Tu avais également une question. Acceptes-tu de la poser en même temps? Oui, merci. Oui, ma question est simple. C'est tenter d'avoir une réponse à cette triple contradiction qui est d'être aujourd'hui le champion du monde. La France est le champion du monde des impôts, des prélèvements obligatoires,
La France est l'un des pires pays en matière de dette publique en Europe, avec ce qu'on appelle, pas très gentiment, le Club Med, l'Italie, l'Espagne et la Grèce. Mais en termes de progression, la pire progression est celle de la France, puisque même la Grèce, petit à petit, fait des progrès en matière de dette publique. Et enfin, nous sommes le pays qui a la plus forte dégradation. En tout cas, il suffit d'avoir grandi dans ce pays depuis 30 ans, 40 ans, pour voir que nos services publics, Monsieur Lenoir, vous en parliez avec l'éducation nationale, avec les universités, on pourrait également en parler avec l'hôpital et tous nos services publics qui se dégradent. Donc, comment expliquer cette triple contradiction, être champion du monde des impôts, d'avoir jamais autant prélevé et être ceux qui prélèvent le plus, être parmi les plus endettés, et d'être ceux qui ont les services publics qui se dégradent le plus depuis 30 ans. Merci. Très rapidement, messieurs les députés, sur la question de la gestion de la crise sanitaire et de ce qui a suivi. Naturellement, on peut toujours imaginer qu'on aurait pu faire mieux. Moi, j'observe deux choses. Nous sommes ressortis de la crise sanitaire en retrouvant rapidement un niveau de croissance satisfaisant et plus vite que nos principaux voisins, ce qui plaide plutôt en faveur de la pertinence des mesures qui ont été prises. Et comme cela a déjà été dit, nous avons traversé la phase de remontée de l'inflation avec un niveau d'inflation plutôt plus faible que nos principaux voisins. Alors après, il faut mettre en face naturellement le coût que ça représente versus l'avantage que cela constitue. Mais par rapport à l'un des thèmes de la Commission, qui est le lien entre dette et pouvoir d'achat, il me semble qu'on est directement sur l'un de ces sujets. Sur les OATI, je manque un peu de recul pour vous répondre, parce qu'au fond, il faudrait pouvoir construire un bilan de l'instrument OATI sur la longue durée, pour voir les périodes où on a été gagnant et les périodes où on a été perdant. Je n'en dispose pas. Donc, je comprends bien qu'on a été très perdant sur la période forte de remontée de l'inflation, mais malgré tout, est-ce que sur la longue durée, ce pari qu'a évoqué M. Serdignac a été plutôt gagnant ou plutôt perdant? Je n'ai pas les éléments en tête. Enfin, sur dernier point que vous avez abordé, c'est à mon sens toute la question de ce que nous mettons en face de la dépense publique en termes de biens et services rendus à la population. Le débat est immense, donc je ne le réengage pas, Monsieur le Président. Merci infiniment. Cette fois-ci, je lève la séance. Merci infiniment, messieurs et mesdames.